C'est magique. Bonjour, Monsieur Massimo. Bonjour, Monsieur Petit. Bonjour. Bonjour. On va attendre un petit peu que d'autres se connectent, parce que normalement, on devrait être un groupe de 7 personnes, si je me souviens bien. Peut-être que j'ai mon cousin Samuel Petit. Je ne sais pas si c'est le même. Ah, c'est possible, c'est possible. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui. Parfait. Mais je pense que nous sommes tous ici, il me semble. Donc, merci, bonjour à tous et merci à tous et à toutes de votre présence. Je me présente, je suis Thomas Jacquet, responsable visiteur et responsable commercial mobilité et énergie. Donc, je vais faire un petit tour de table. Alors, je pense que vous voyez les slides normalement qui apparaissent. Je vais faire un petit tour de table pour vous présenter. Bonjour, Monsieur Frédéric Terrien, vous êtes directeur chez Pays de Saverne, Plaine et Plateau. Bonjour, Monsieur Léonard Tapie, excusez-moi, vous êtes donc conseiller auprès du président chez département de l'Essonne et co-créateur de la loi L'Homme. Bonjour. C'est un peu ambitieux, mais oui. Oui, vous avez participé à la rédaction, c'est ça? Si je ne me trompe pas. Modestement, oui. Ok. Bonjour, Monsieur Massimo Suffini, de Urban Mobility Expert d'Italie. Bonjour, Monsieur Marc Petit. Bonjour. Vous êtes donc. Excusez-moi, bonjour. Excusez-moi, je suis Alexandre Prina et je ne suis pas censé être dans ce groupe, mais j'ai été basculé vraisemblablement par erreur. Comment puis-je rejoindre le groupe auquel j'ai été assigné? Normalement, il devrait y avoir un bouton bleu pour retourner à la salle principale. Ah voilà, je vais faire ça alors. Voilà. Toutes mes excuses pour le dérangement et bonne séance. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir. Bonjour, Monsieur Marc Petit. Donc, vous, Atelier du Progrès, vous êtes architecte urbaniste. Bonjour, Madame Christelle Charin, de Canton de Genève, Office cantonal des transports. Vous êtes directrice de l'unité développement et prospective. Bonjour, Monsieur Guillaume Chanson, vous êtes coordinateur de Smart City Life, excusez-moi, à Nantes Métropole. Et bonjour, Monsieur Samuel Guy, conseiller départemental de la Sarthe. Excusez-moi. Bonjour, excusez-moi, Oui. excusez-moi, je me permets juste. Oui. On vous écoute. Excusez-moi, j'étais juste en train de vous dire que je suis Christelle Chara, bonjour. Je risque de devoir couper ma caméra parce que je ne vois pas passante, donc c'est un peu politesse de ma part. Mais sinon, non, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, si ça vous permet d'avoir une meilleure connexion, il n'y a pas de souci. Par contre, vous avez coupé le son. Madame Chara, vous avez coupé le son. Voilà. Bonjour, excusez-moi, je reviens. Oui, j'avais coupé le son. Ouais, normalement, mon son est coupé, normalement. Alors. Excusez-moi, je vous reviens, mais il y avait une erreur d'aiguillage. Non, il n'y a pas de souci.
Bonjour, Monsieur Guy. Donc, merci à tous d'être ici. Je vais vous poser une petite question. Alors déjà, ce qu'on va faire, on vient de faire un tour de table des personnes présentes. Ce que je vais faire, je vais vous lire un texte. Mais avant de vous lire un texte, je vais vous poser une petite question pour un petit peu briser la glace. Et après, je vous présenterai un texte ouvert sur lequel vous pourrez rebondir. Et après, on aura des questions un peu plus orientées sur lesquelles on prendra à peu près 50 minutes pour répondre à ces questions. Donc, déjà, je vous pose une question, une petite question pour briser la glace. Si vous ne devez en retenir qu'un, quel serait le rôle que vous souhaiteriez avoir pour contribuer à la ville de demain? Donc, si un d'entre vous souhaite commencer, répondre à cette question, si vous devez retenir qu'un seul rôle, quel serait ce rôle pour contribuer à la vie de demain? Bonjour à tous. Je ne sais pas si je suis arrivé en dernier, moi. Donc, je vais répondre. Oui. C'est très simple. Oui, je vous écoute. Pour répondre à votre question, je pense que ce que je souhaiterais, c'est d'être maire pour pouvoir faire changer les choses. Donc, c'est ce que je suis et c'est ce que j'essaie de faire. Voilà, c'est tout. Super. Merci, M. Berlivet. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite répondre? J'aurais fait la même réponse, mais je ne suis pas maire, par contre. Non, mais je pense que le rôle du politique est absolument fondamental dans le sens où il peut impulser, alors pas tout seul, évidemment, mais il est fondamental. Alors, si je ne dis pas la même réponse, je vais dire CAB, parce qu'il peut bien aider le maire aussi. Super, super. Frédéric Terrien, peut-être? Vous nous entendez? Je crois que votre micro est coupé, Frédéric. Oui. Et voilà, je sais pas, vous m'entendez là? Oui, on vous entend. Ok, pardon. Donc j'aimerais être facilitateur. Facilitateur, super. Léonard Tapier, peut-être que si vous nous entendez. Oui, je vous entends. Plutôt un rôle d'assembleur, on va dire. Un rôle d'assembleur, super. Super. Quelqu'un d'autre, Madame Chara? Oui. Vous avez dit très bien, je voudrais peut-être juste un peu de concert. Alors, le son n'est pas très audible. Je ne sais pas si peut-être vous avez des soucis de connexion. Je sais que vous avez coupé la vidéo pour avoir une meilleure Oui, passante. visiblement, oui. Je suis au maximum. J'ai coupé la vidéo, j'ai fait l'option d'affichage qu'on m'a indiqué. Bref, je suis au maximum de monde. Super. Bon, écoutez, là, ça a l'air d'être un petit peu mieux. Est-ce que vous avez, du coup, vous n'avez pas entendu? Alors, pardon, donc je recommence. Je disais que ce que vous aviez dit les uns les autres précédemment m'allait très bien. Et j'ajouterais juste peut-être la question avec la population. Oui, ok, super. Est-ce qu'on a manqué quelqu'un pour cette petite question? Il y a moi, par exemple. Pardon. Ah, Monsieur Massé. Vas-y. Monsieur Suffini. Non, moi aussi, je suis plutôt satisfait par ma condition actuelle. Je suis architecte, donc je pense avoir un rôle dans la vie de demain, comme tel. Effectivement, tout à fait, un rôle très important également pour la partie d'aménagement des territoires. Super. Alors, juste, je voulais vous dire aussi également, il faut que, si une personne d'entre vous souhaiterait, il y aura une restitution qui sera définie à la fin de ce meeting. Si quelqu'un souhaite d'entre vous récupérer toutes les informations pour faire une petite synthèse de ce qui va être dit, qui souhaiterait se nommer pour pouvoir faire cette petite synthèse? Est-ce que quelqu'un d'entre vous serait même de vouloir faire prendre ses notes et faire une petite synthèse? Pas moi que je ne suis pas français. Moi non plus.
Monsieur Terrien, est-ce que vous pourriez prendre quelques notes sur cet échange? Allez, je veux bien. Vous nous faire une petite synthèse? Ah, merci, monsieur Terrien. Parfait. Eh bien, écoutez, ce que je vais faire déjà, je vais vous énoncer un texte, voilà, pour commencer un petit peu cet échange et pour que vous puissiez un petit peu réagir sur ce texte. Donc, alors, la thématique de cet échange et de ce groupe, donc, c'est articuler mobilité et énergie dans les territoires. Alors, est-ce que j'arrive à... Voilà. Donc, les transports sont la première source d'émissions de CO2 en France. C'est l'un des principaux chantiers pour agir sur le climat. Pour l'accomplir, il faut à la fois électrifier les usages, développer la production d'électricité non carbonée, changer les comportements, implanter de nouvelles infrastructures. Donc, ces multiples actions à mener de front avec leurs problématiques intriquées, ressources, financement, usages et aménagement, nécessitent une coordination des acteurs et un projet et des solutions bien identifiées. Excusez-moi. Donc voilà, ma question, c'est quelle partie prenante pour une politique de mobilité innovante et quelle méthodologie de travail? Parce qu'on a quand même beaucoup d'acteurs à coordonner, c'est jamais très simple. Et comment on articule un petit peu tout ça? Qui souhaiterait réagir sur ce texte? Je pense, moi je me permets de prendre la parole pour recommencer à remplir la feuille. Je pense que on va retrouver des éléments classiques, des méthodes de projet de territoire qu'on a assez souvent et une bonne partie des parties prenantes habituelles. Donc évidemment, il y aura forcément l'acteur public ou les acteurs publics. Est-ce qu'on va les lister aussi? Je ne sais pas trop. On peut commencer par là. Oui, tout à fait. Et quelle méthodologie il pourrait y avoir, comment on pourrait articuler justement toutes ces personnes, que ce soit pour les ressources, les financements, les usages, l'aménagement, comment on peut coordonner tous ces acteurs, comment on peut articuler tout ça? Ce qui se fait souvent, c'est qu'il y a une gouvernance qui est partagée. Et après, j'arrête de parler pour laisser aussi la parole. Mais on se rend compte aussi souvent que les projets, c'est difficile de répondre à la question parce que c'est une question à la fois très générale et bien souvent on se rend compte que le modèle de gouvernance dépend des spécificités locales. Donc je suis à la fois en difficulté d'être plus précis sur le mode de gouvernance. Souvent c'est adapté au milieu, aux acteurs. Ok, super. Est-ce que peut-être, Monsieur Tapier, vous avez un commentaire à faire sur cet énoncé? Non, désolé, pas à ce stade. Pas à ce stade, d'accord. Si je peux, oui, si je peux intervenir. Effectivement, la question est peut-être, la réponse est peut-être en partie dans la question où il y a une vraie logique de gouvernance à mettre en œuvre. En tout cas, dans les parties prenantes, il me semble qu'il est important qu'il y ait les collectivités, donc ou région si c'est elle qui a la compétence, ou interco si c'est elle qui a la compétence. Mais dans ce sens où il y a la nécessité qu'il y ait une vision, donc des choix politiques et donc techniques, mais d'abord politiques, sur quelle mobilité on veut. Si l'objectif c'est d'avoir moins de voitures parce qu'on est en ville, en milieu urbain, il faut se donner les moyens, il faut savoir comment on va y arriver. Si c'est en territoire rural, parce que là encore les solutions ne sont pas du tout les mêmes, c'est comment on fait pour répondre à la fois aux besoins des habitants de se déplacer, de réduire les coûts et tout en sachant qu'on ne se passera pas de voiture, en tout cas pas dans les décennies à venir. Oui. Donc ça nécessite qu'il y ait une vraie vision politique et peut-être même d'ailleurs une connaissance un diagnostic posé des enjeux et des difficultés. Et derrière, toujours dans la sphère politique, c'était dit par la personne précédente, il y a une question de moyens, donc d'acteurs publics ou parapublics.
une SEM, un syndicat mixte de transport ou un syndicat mixte plus élargi de SCOT ou d'autres choses qui peut organiser tout ça. Donc, il y a vraiment, je pense, un moyen. Et après, une fois qu'on sait ce qu'on veut et comment on veut le mettre en œuvre, il y a les acteurs privés qui interviennent pour offrir du service. Et dans l'intitulé, il manque une chose. Il faut électrifier l'usage, développer la production d'électricité, changer les comportements, implanter de nouvelles infrastructures. On raisonne infrastructure et dans l'énoncé, vous ne raisonnez pas service. Et je pense qu'une des clés, elle est dans le service, c'est-à-dire par exemple de l'autopartage ou du covoiturage, par exemple. Et ça, ce n'est pas de l'infra. Il faut effectivement de l'infra, il faut des véhicules et des places de stationnement dédiées. Mais il faut aussi qu'il y ait derrière une mise en commun, un service qui permet aux gens de savoir où est la voiture partagée, où est le covoiturage, et que tout ça soit organisé, animé. L'animation territoriale est aussi fondamentale. Effectivement. Mais c'est vrai que dans l'énoncé, on parle de coordonner des acteurs à un projet et des solutions bien identifiées. Effectivement, et c'est ça, c'est pouvoir bien identifier ces solutions et mettre une lisibilité sur tout ça. J'insiste sur le rôle de l'animation, parce que ce n'est pas parce qu'on a écrit qu'on a un beau schéma stratégique, un beau plan, un beau truc qui dit voilà, on se fixe tel objectif à telle échéance. Ça ne va pas se faire, quoi. Enfin, si on met du covoiturage en place, il faut que ce soit animé pour en faire la promotion, le faire connaître. C'est peut-être pas du porte-à-porte dans chaque maison, mais presque en fait. Une sensibilisation, effectivement, sur les usages, comportements. Une autre personne souhaiterait rebondir sur ce texte? Peut-être Madame Chara ou dites-moi. Oui, avec plaisir. Donc, j'espère que vous m'entendez à peu près. Oui. Moi, je pense qu'il faut évidemment une base évidemment politique. Nous, à Genève, on a un plan climat cantonal. Donc, c'est vrai que ça aide un peu avec le fait de dire qu'il faut effectivement, notamment, évidemment, réduire nos émissions de CO2, donc électrifier, etc. Mais il y a aussi quand même une problématique pour nous de réduction du nombre de véhicules. Je rebondis à ce qui a été dit précédemment. C'est pas tout de réduire les émissions de CO2, il faut aussi réduire la mobilité individuelle au sens un peu large. Et puis, par rapport à ça, alors ça va peut-être, je vais peut-être faire moi, à mon avis, il y a quand même les questions de restriction qui sont importantes. C'est-à-dire que moi, je suis tout à fait d'accord pour l'accompagnement, les changements de comportement, les nouvelles infras, les nouveaux services, comme disait monsieur précédemment. Par contre, il y a quand même aussi un certain nombre peut-être de restrictions, en tous les cas de réglementation à mettre en place pour, j'ai envie de dire, infléchir aussi les comportements de manière un petit peu moins douce, mais un petit peu plus forcée aussi, malheureusement. C'est aussi le rôle, en tout cas, il me semble, des pouvoirs publics. D'accord. Vous voulez dire, par exemple, dans les centres-villes, sur réduire la possibilité aux automobiles de pouvoir circuler dans le centre-ville, des choses comme ça? Voilà, favoriser un peu potentiellement, plus les transports en commun Exactement, favoriser la mobilité plus collective. Et puis, par exemple, le stationnement, c'est un levier extrêmement fort. Une action sur le stationnement, on en déduit tout de suite des comportements des automobilistes. Par rapport aussi aux bornes, à l'électrification, il y a quand même toute la question des bornes, des recharges, etc. Donc, à la fois, il y a de l'incitation d'un côté sur des infras, et puis il y a peut-être aussi quelques restrictions, notamment, je pense au stationnement, mais il y en a sans doute. Je ne parle pas de péage urbain ou ce genre de choses encore. Donc, finalement, l'électrification des usages, pourquoi pas, mais pas que. En fait, finalement, il faut aussi mettre des restrictions et il faut aussi changer les comportements. Ça suffit pas de se dire on électrifie les voitures. Tout le monde ne va finalement pas avoir de voiture électrique dans les prochaines années. Ça va pas venir aussi rapidement que ça. Il va falloir faire des restrictions et en tout cas mettre d'autres choses en place. Et absolument. Et puis j'ajouterais juste une dernière chose. Là-dedans, on ne parle pas de la démobilité, parce que c'est vrai que si on veut réduire les émissions de CO2, le fait de ne pas se déplacer par essence, c'est déjà, sans jeu de mots, c'est déjà en fait une réduction des émissions de CO2. Donc, oui, ça, c'est effectivement. important. Les questions d'organisation du travail, télétravail et autres. Effectivement. Mais c'est vrai que après la mobilité, c'est aussi le droit à l'emploi, c'est au service, c'est difficile Il y a toujours un besoin de se déplacer, mais effectivement, il peut y avoir aussi des comportements qui peuvent être adaptés. Effectivement. Est-ce que d'autres souhaiteraient rebondir sur cet énoncé, qui est assez ouvert, effectivement, on l'a dit au début, qui est assez…
Vous m'entendez? Oui, oui, oui. Oui, bonjour. Patrick Gendre. En fait, Bonjour, monsieur Gendre. je représente la Fabrique des mobilités, mais en fait, c'est Gabriel Plaça, le contact. J'ai été invité par Olivier Rouquette. Moi, je suis plutôt Bien vu. sur les logiciels libres et l'open data, en fait, hein, dans mon travail de tous les jours, mais j'interviens pas mal avec l'association ATEC ITS France, une association professionnelle sur la mobilité intelligente. Et je voulais juste citer, j'ai mis dans le chat, il y a eu deux rapports que je pense vraiment intéressants par rapport à votre question. Le premier, donc, par un groupe de travail de l'association ATEC sur la décarbonation des mobilités, donc, qui regarde ces questions. Hein, donc, je ne vais pas le paraphraser ici, hein, mais je vous invite vraiment à le regarder. Et je pense qu'il est intéressant parce qu'il donne des chiffres, y compris des chiffres de potentiel de décarbonation, mais aussi de comment on finance. Et puis, bien sûr, hein, le Shift Project, il faut vraiment aller regarder ce qu'ils font. Ils avaient fait notamment parce que par rapport à cet aspect territorial, ils ont fait un exercice, ils avaient fait une sorte de méthode, enfin, disons, une méthode pour estimer le potentiel de décarbonation que peut apporter le vélo électrique, le covoiturage, les lignes d'autocar express, comme on avait fait à la Tech. D'ailleurs, on a travaillé en parallèle et on a communiqué avec eux. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait une démarche en fait territoriale. Ils ont essayé d'appliquer la méthode sur certains territoires, et notamment, ils ont fait un travail sur la vallée de la Seine, donc entre, disons, l'Île-de-France et puis la Basse-Normandie. Enfin, maintenant, c'est plus une région en soi, mais voilà. Et c'est assez intéressant parce que c'est décliné avec les collectivités, et donc il y a un aspect mise en œuvre. Bien sûr, comme c'est le futur, on ne sait pas si ça peut marcher, hein, mais en tout cas, ils ont vraiment réfléchi au truc, et le rapport est vraiment solide, quoi. Voilà. Donc, c'est les deux sources que je voulais vous recommander, quoi, sur ces sujets. Oui, oui. Effectivement, très intéressant. Parce que c'est vrai que le transport, les émissions de transport de CO2, c'est une augmentation de 5% sur le CO2. Donc, c'est intéressant de voir aussi comment on peut réduire ces 5%, et peut-être que le véhicule électrique n'est pas qu'à 100% une solution. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, typiquement, sur le transport local, parce qu'après, je pense qu'il y a typiquement le Shift Project, ils ont aussi regardé le secteur aérien, quoi, hein, donc là, il y a d'autres enjeux, etc. C'est un truc en soi. Le secteur automobile en tant que secteur industriel aussi, je pense que c'est un autre aspect des choses. Mais après, sur, disons, les déplacements locaux, et le rôle des autorités organisatrices de mobilité, les 5 pistes, c'est surtout le vélo. Enfin, je ne les mets pas forcément dans l'ordre en potentiel. Il me semble que c'est le covoiturage. Je ne suis pas certain. Il y a également les lignes d'autocar express pour le lien entre, disons, le périurbain lointain et les métropoles. Et de ville moyenne à ville moyenne, il y a un vrai potentiel, quoi, important. Il y a la démobilité, ça a été évoqué. Il y a l'électrification, bien sûr. Et le dernier, je ne sais plus dans quel ordre j'ai dit, il y a vélo et vélo électrique, covoiturage, autocar, démobilité et électrification. Voilà, ouais, ça fait 5. Exact. Au total, on peut quand même significativement gagner à horizon 10 ans. Je ne me rappelle plus les ordres de grandeur, mais on peut faire du style moins 30%, des choses comme ça, c'est pas impossible. Avec des ordres de grandeur de financement qui sont… les ordres, c'est en quelques milliards, quoi, 10 milliards par là. Super. Très intéressant. Monsieur Tufini, vous qui êtes en Italie, qu'est-ce que ça vous inspire, cette réflexion? Moi, ça fait longtemps que je réfléchis à cette histoire mobilité énergie, et je trouve que des fois, ça peut être même un peu trompé. Parce que si on regarde le problème de la mobilité qui est au niveau de l'énergie et des émissions de CO2, on risque d'avoir un cadre qui nous va influencer beaucoup sur les choix qu'on va faire dans notre territoire. Et je vous fais un exemple. Je pense que c'est plutôt italien parce qu'on est un pays plutôt désorganisé, un peu chaotique. Mais la manière dans laquelle
va être planifiée l'électrification, c'est-à-dire les bornes de recharge sur l'espace public en ville. Non, rien à faire, il n'a rien à faire, il n'est pas coordonné avec ce qu'on va faire, par exemple, pour enlever des espaces à la voiture et surtout à la voiture et le stationnement de mes voitures. Les deux choses, ils ne vont pas avec et on risque, après des années et des années qui ont essayé de réclamer de l'espace public qui ne soit pas pour la voiture et pour la garer 90% du temps à l'arrêt. Et maintenant, avec ces politiques des bornes de recharge un peu partout, complètement décidées par des sujets privés, etc., on va mettre une sorte d'hypothèque sur le cas d'usage, même en ce cas de l'espace public, que c'est assez fort. Donc, si vous voulez, ma vision, c'est de trouver, de faire attention à cette à ce modèle. Oui, à ces modèles qui semblent, tout est parfait, tout peut être organisé et ça peut être un organisme magnifique, mais à la limite, moi je trouve plutôt des conflits et des choses qui ne sont pas coordonnées du tout. Effectivement, c'est ce que disait un petit peu Madame Chara. C'est les véhicules vont prendre où est-ce qu'on va garer tout. Enfin, voilà, il va falloir trouver les espaces pour ces bandes de recharge. Beaucoup de véhicules vont être garés, ça va prendre beaucoup d'espace. Et effectivement, est-ce que là, il n'y a pas peut-être un modèle sur le véhicule électrique qui va finalement pas fonctionner comme on le souhaiterait sur ces espaces qui vont être occupés avec ces bandes de recharge et ces véhicules en stationnement pour être rechargés? Est-ce que ça, c'est des choses sur lesquelles certains se rejoignent, cette note que fait Monsieur Fini? Moi, si je peux me permettre, par rapport justement aux bornes de recharge, moi, je suis tout à fait évidemment d'accord avec ça. Il y a la question des emplacements, puis il y a la question du coût. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, une borne de recharge, l'intérêt, c'est qu'elle recharge en 20 minutes. Si vous mettez 8 heures à recharger, ça ne sert juste à rien, en fait. Enfin, je caricature un peu exprès. Mais du coup, c'est vrai que le prix tout bêtement est assez onéreux. Et puis en même temps, plus on a des bornes qui rechargent rapidement, plus il y a un turnover. Il ne s'agit pas que les voitures restent parquées pendant une demi-journée le temps de charger. Donc ça, c'est aussi un aspect, à mon avis, important à prévoir. En fait. Effectivement. Est-ce qu'on a fait le tour un petit peu de tout le monde sur ce dossier? Je voulais bien prendre la parole, mais M. Berlivet la demande depuis très longtemps, donc je vais lui laisser la priorité. Non, il n'y a pas de souci. Allez-y. Il n'y a pas de souci. C'était dans la réflexion, parce qu'on parle de véhicules électriques, on parle de moyens de locomotion, mais je pense que il y a d'autres sources d'énergie qui sont à travailler, justement, si on veut travailler le CO2. Et l'hydrogène, c'est certainement la direction dans laquelle il faut aller, parce que si on a besoin d'électricité, on aura besoin de centrales nucléaires, on aura besoin d'une multitude de sources d'énergie. Et au contraire, je pense qu'en Europe, on va dans une direction, on va droit dans le mur à vouloir obliger l'électrification complète des voitures. On va arriver dans une dizaine d'années, je pense, à ce que les constructeurs européens se retrouvent dans un virage stratégique qui risque d'être compliqué, avec le développement de l'hydrogène qui va de mieux en mieux et de moins en moins coûter et qui sera peut-être de plus en plus efficace, alors que nous, on va encore avoir un train de retard par rapport à la Chine ou aux États-Unis. Et c'est que mon point de vue, hein. Je ne suis pas analyste mondial de l'énergie, mais c'est, à mon avis, la direction sur laquelle il faut qu'on aille, c'est l'hydrogène. Moi, je suis en train de rénover un gymnase sur ma commune. Je suis en train de réfléchir pour que l'hydrogène puisse chauffer ce bâtiment. Alors aujourd'hui, ce sera peut-être un peu plus cher, mais peut-être dans 10, 15 ans, 20 ans, on sera peut-être dans une énergie qui sera peut-être pertinente. Et c'est l'électricité, certes, on est bien placé en France, mais avec la régulation européenne, eh ben, on se retrouve dans la panade. Et puis, voilà, on voit bien, moi sur ma commune, j'étais un des premiers dans le département à avoir mis une borne électrique. Et j'étais un des premiers à rouler en Zoé. Quand les Zoé sont sortis, le premier mois, j'en avais une. Donc,
J'ai bien eu cette expérience-là de véhicule électrique avec ses limites de fonctionnement. Effectivement, la mobilité et l'énergie sur les territoires, c'est maintenant qu'il faut qu'on arrive à la construire, mais ce n'est pas juste une petite commune qui va pouvoir le faire, ce sera un grand axe national, un projet national, pour que tout le monde aille dans le même sens et qu'on ait des moyens à mettre sur la table pour justement développer tout ça. Mais on a tellement mis d'argent pour le véhicule électrique que l'hydrogène est forcément un peu mis de côté, je pense. Mais après, ce n'est pas tous les territoires. Mais, donc, du coup, il y aurait c'est la vision pragmatique d'un petit maire de province. Non, mais vous n'êtes sans doute pas le seul à avoir ce retour et cet avis. Est-ce que d'autres pensent aussi que l'électrification des véhicules, c'est pas forcément la meilleure solution et est-ce que l'hydrogène peut être une alternative? Sachant que les véhicules à hydrogène sont aussi électrifiés. Oui, voilà, je pense que c'est le point important. On discute là des bornes de recharge, du modèle généralisé de bornes de recharge et de la voiture électrique telle qu'on la connaît aujourd'hui comme modèle du futur. On voit bien toutes les contraintes que ça peut poser en termes d'aménagement d'espace, de partage, etc. On est d'accord. Effectivement, pour ma part, je pense que la voiture à hydrogène, c'est une voiture électrique. Et donc, c'est plus la question de comment on produit l'énergie ou comment on l'achemine et comment on le consomme qui va jouer. Donc, je pense que la voiture électrique aujourd'hui, c'est un entre-deux et qui, dans l'urgence dans laquelle on est, permet au moins de faire évoluer tout le monde, commencer à faire le deuil du diesel, pour faire simple. Tant que j'ai la parole, je réponds juste un peu à la question qui est peu comme ça, un peu rapide, mais qui finalement est toute la complexité. Est-ce que les parties prenantes à mettre là-dedans, il y a évidemment tout le monde, et le problème, on sait quand il y a tout le monde, c'est que finalement, il n'y a plus personne, et que se posent les questions de coordination. Donc là, ça répond à la question de la méthodologie de travail. Et en ce sens, je rejoindrai ce qui a été dit tout à l'heure sur, enfin en tout cas, à partir des deux, de l'expérimentation, enfin les deux rapports là qui ont été mis dans la discussion, moi je suis convaincu que le meilleur moyen quand il y a tout, parce que non seulement il y a plein de gens, mais en plus il y a plein d'échelons différents. Les changements de comportement, c'est au niveau de l'usager, mais par contre, ils peuvent être influencés par des restrictions qui viennent du national, des aménagements qui viennent de la municipalité, de l'interco, de la région. Donc, voilà. Donc, le meilleur moyen, si on veut vraiment travailler dans le concret, c'est effectivement de partir des territoires. Alors, territoire, je ne mets volontairement pas une définition très administrative, parce que ça dépend justement de la dynamique d'acteurs à l'instant T, mais j'ose imaginer que ce sera à peu près les territoires sur lesquels on a bâti les plans climat et énergie territoriaux, qui sont, à mon avis, la maille à partir de laquelle on peut justement ouvrir l'espace de discussion des citoyens jusqu'aux représentants de l'État, voire de l'Europe, pour prendre des cas concrets et réfléchir et mettre en œuvre une solution concrète locale. Après, sur les modalités, je peux être que d'accord avec ce qui a été dit, c'est que l'énergie, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc, la question, ce n'est pas uniquement de substituer l'énergie fossile à une nouvelle énergie, c'est d'abord de travailler sur la démobilité, j'ai bien aimé le terme. Je pense que c'est vraiment par là qu'il faut commencer. Et ça peut se faire qu'à l'échelon local, parce que parler des mobilités à l'échelle de la France, on est un peu vaporeux. Par contre, entre telle ville et telle ville, là, on peut commencer à esquisser collectivement des solutions. Très bien. Super. Oui. Oui. Si je peux rajouter un petit mot, un peu dans le même ordre d'idée, effectivement, prendre la question par le bout de quelle énergie on va mettre dans la voiture, je ne suis pas sûr que ce soit une réponse suffisante. Elle est sans doute bonne, ça fait partie. Et l'hydrogène, par exemple, puisque c'était le sujet, c'est certainement une solution technique qui présente des intérêts. Mais comme pour la voiture électrique d'ailleurs, ça ne répond pas à toutes les questions et ça ne répond pas, par exemple, comme disait madame à Genève, par exemple, il y a un moment donné, tout ça, on a trop de voitures, plutôt dans les villes pour le coup. On a un vrai problème de congestion urbaine, de difficulté à se déplacer. Alors on répond peut-être à la problématique carbone, CO2, mais on ne répond pas à tous les enjeux. Et par ailleurs, le coût. Parce que même la voiture à hydrogène aujourd'hui, elle est juste hors de prix pour tout un chacun. Elle va peut-être baisser à terme. Mais on voit bien ce que coûte une voiture. Est-ce que coûtera une voiture demain? Est-ce que coûtera l'énergie qui va être toujours plus chère? Et est-ce rendre service à la population, qui peut dans certains cas aussi se précariser un peu, est-ce rendre service à la population que de lui dire vous allez trouver des solutions, mais ça va être cher et ce sera inaccessible?
Et ça nécessite pour moi, je pense, il faut travailler ces solutions-là parce que c'est une partie de la solution, et notamment pour certains déplacements. Mais il ne faut effectivement surtout pas oublier de travailler le côté un peu plus sobriété, et le côté la réduction des besoins en déplacement, comme on l'a évoqué avant. Changer les Il y comportements. a la question du timing aussi. Hein. Il y a une question qui est très, très importante, il me semble, c'est la question du timing. Parce que si on reprend le CO2, le temps que nos voitures hydrogène soient en circulation, c'est dans 15 ans. Quoi. Et dans 15 ans, enfin, les enjeux climatiques, ils n'attendent pas 15 ans. L'électricité est peut-être une solution intermédiaire, temporaire, etc. Encore que, on ne va pas changer tout le parc véhicule en France, on ne va pas renouveler 50% du parc véhicule en 10 ans. Donc, on a quand même une vraie question d'urgence climatique, pour reprendre les termes un peu à la mode, mais ça doit nous engager à chercher justement ces solutions-là, quoi. Et je rebondis aussi sur ce qu'a dit Madame à Genève, les plans climat. Je ne connais pas les plans climat en Suisse. Hein. J'avais accompagné, j'avais réalisé un certain nombre en France. C'est très bien de se fixer des objectifs, mais il manque toujours la question du plan d'action très opérationnel. OK, je vais mettre X 1000 panneaux solaires. OK, je vais et de réduire de 5% la consommation énergétique due au logement et aux mobilités. Mais comment je fais? Et toutes les collectivités bloquent toujours sur le comment je fais réellement et comment je fais ce que j'ai décidé, que ce soit transversal, et y compris que ça se ressente en termes d'urbanisme, en termes de politique de mobilité, en termes de politique de développement économique aussi d'ailleurs. Et il manque toujours cette pièce très opérationnelle pour passer de l'objectif à la réalité et au changement pour la population. Parce qu'au final, c'est bien la population qui… Tout à fait. Population ou entreprise, hein, les forces actives du territoire, etc., mais qui sont soumis aux coûts, aux difficultés d'approvisionnement, etc. Écoutez, je vous propose sur… Oui. Apporter un complément. Oui. Il se trouve que nous, à Nantes Métropole, on a, et on est en train de continuer de faire cette étude de la fameuse neutralité carbone dont tout le monde parle. On a essayé de chiffrer en termes d'impact ce que ça voulait dire, donc à la fois à l'échelle individuelle et à l'échelle du territoire, pour rebondir sur ce que M. Guy vient de dire. Effectivement, d'un point de vue très factuel, ça montre que des plans d'action qu'on pouvait avoir, quand on regarde l'impact, alors on peut critiquer les méthodologies, mais sur les ordres de grandeur, ça trompe peu. Ça montre que c'est très difficile d'atteindre les objectifs avec les plans existants ou même les plans qu'on commençait à avoir en tête, et que c'est pour ça que je rebondis avec aussi le partage des informations du Shift. En fait, c'est toutes ces informations chiffrées permettent aussi de montrer la difficulté quand on regarde le chiffre. Je ne vais pas en parler plus, mais je voulais juste apporter aussi un autre point sur les aspects politiques. Je n'ai pas à me prononcer, mais sur un aspect technique dans la méthodologie, il y a quelque chose d'important aussi pour rebondir avec l'énoncé. On parle de nouvelles infrastructures. Je pense que c'est important de penser les infrastructures qui sont déjà là. Au-delà des infrastructures, il y a beaucoup de choses qui sont déjà là, et notamment, on vient de parler de récupérer le budget carbone avec des technologies qui vont arriver. Il y a un point de vue politique à avoir, mais il y a aussi un aspect technique sur ce qui est déjà là, qui peut avoir déjà du potentiel. Effectivement. Je vous propose qu'on passe sur des questions un peu plus orientées, et d'ailleurs, on a un petit peu discuté des questions qui vont venir, parce que c'est vrai que c'était assez ouvert comme énoncé. Alors, trop d'offres, trop de plateformes, la mobilité a-t-elle besoin d'un choc de simplification? Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'offres masse, de plateformes API. Est-ce que finalement, on ne perd pas en visibilité sur toutes ces offres? Est-ce que ce n'est pas trop compliqué et on perd, du coup, on a du mal un petit peu à savoir comment orienter un petit peu sa stratégie sur les territoires? Qui souhaiterait répondre sur cette question? Je veux bien commencer si vous voulez. Alors, moi, je suis totalement d'accord parce qu'en fait, moi, je le vois en tant que collectivité publique, hein, comme vous dites en France, c'est qu'en fait, on est approché par plein d'opérateurs qui nous proposent tous des outils soit d'aide au covoiturage, soit de centrales de mobilité, Et en fait, honnêtement, tous ces outils sont excellents. Enfin, je veux dire, moi, je ne remets absolument pas en cause ça, mais c'est vrai que nous, on s'était posé la question au niveau du canton de Genève à un moment donné, c'est que nous, on devait acquérir une centrale de mobilité étatique, enfin, quelque chose de public. Et puis après, on s'est vite rendu compte que déjà, on était beaucoup plus lent que la plupart des opérateurs privés, que du coup, on allait être rapidement dépassé et que finalement, ça ne servait pas à grand-chose. Et puis aussi, du coup, en parallèle de ça, on a été approché encore une fois par beaucoup
beaucoup d'opérateurs. Et je me dis, c'est assez compliqué, en fait, parce qu'il n'y a pas… comment dire, il y a effectivement une multitude de choses sur le marché et on est un petit peu dépassé aussi parce qu'on veut tous pouvoir mettre à disposition des usagers, des outils extrêmement fiables qui vont vous donner le bilan carbone, qui vont vous donner toutes les solutions mobilité que vous pouvez avoir. Mais en même temps, c'est vrai que ce n'est pas évident non plus de ne pas être un peu perdu dans toute cette offre. Et moi, j'avoue que je le vis, enfin, je l'ai vécu et je continue un peu à le vivre, même si, encore une fois, tout ça est assez intéressant. Donc, comment est-ce qu'on aide individuellement les gens quand on est effectivement une collectivité publique? Effectivement, ouais. Et est-ce que d'autres ont le même sentiment ou Oui, clairement. une autre vision? Clairement, j'étais encore hier sur France Mobilité, j'ai regardé toutes les solutions, c'est génial, toutes je les trouve super intéressantes, je dis, ah, c'est super, super. Mais en fait, la boîte à outils, sans stratégie, ça peut pas fonctionner. Donc, il faut juste aujourd'hui, peut-être que c'est aussi ce que disait Madame, il y a des opérateurs qui sont allés très loin sur des modèles, et peut-être qu'il y a un décalage temporel entre justement ces offreurs de solutions et l'appropriation de la problématique par les territoires. Mais en tout cas, si on ne rentre pas par la question de quel est mon problème, moi, précis, réel, sur mon territoire prioritaire, parce que tout pourrait finalement être déployé, mais si je devais régler qu'un seul problème, ce serait lequel en termes de mobilité? Et du coup, seulement une fois que j'ai à peu près serré ça, que j'ai évalué aussi de quels moyens je dispose, parce que effectivement, sinon, c'est du rêve, alors là, ça vaut le coup d'aller se confronter avec l'offre de marché qui est intéressante parce que c'est quand même, en termes d'interrogation de l'état de l'art, c'est vraiment super intéressant et ça nous tire vers le haut, mais ça ne fait pas l'économie. Recevoir tous les offreurs de solutions ne nous permet pas forcément d'y voir beaucoup, beaucoup plus clair. Ça y contribue, ceci dit. Mais il faut se forcer dans ce cas-là à faire le tour de tout le monde et c'est peut-être d'ailleurs ce que peut apporter un salon où justement on va voir non pas la concurrence frontale en termes de prix et les solutions, mais leur spécificité et chacun pouvoir un peu faire son marché. Mais on a besoin d'y voir un peu clair. Alors France Mobilité, je trouve, il contribue quand même pas mal, mais on a besoin de voir un peu, faire un état de l'art un peu des solutions et qui nous renvoie à nos propres questionnements. Mais sans ça, finalement, on part en rentrant par la boîte à outils, je pense qu'on se plante, quoi. Et c'est dommage. En plus, on est un peu poussé au crime, hein, parce qu'avec les programmes C2E, les AMI qui se multiplient dans tous les sens, on a parfois l'État même, hein, la NCT ou la Banque des Territoires, qui sont presque, j'allais dire, les VRP de telle ou telle solution, qui nous poussent un peu au crime en disant c'est ça qu'il vous faut, quoi. On a une super idée, c'est ça qu'il vous faut. Moi, je ne sais pas. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de réussir à évaluer les besoins pour pouvoir après plus facilement identifier les innovations qui peuvent permettre. Oui, Monsieur Guy. Oui, je crois qu'il y a trop d'offres sur la diversité des solutions, mais c'est normal qu'il y ait plein de solutions parce qu'il n'y a pas une seule solution. Il y a même aussi parfois trop d'offres sur une solution type. Moi, j'ai l'exemple dans la Covid. J'ai dit que j'étais pas maire, mais j'ai été vice-président d'une agglomération. Et les promoteurs immobiliers voulaient développer un système d'autopartage dans leur résidence et pourquoi pas l'ouvrir à l'ensemble des habitants par quartier. Et je pense que c'était une erreur ou un piège. Parce que si on commence à avoir 5 ou 6 plateformes de covoiturage ou d'autopartage sur un territoire, il va y avoir une concurrence entre les uns et les autres. Alors, effectivement, c'est peut-être la vie des entreprises, puis la plus solide résistera, mais ça devient complètement illisible pour les habitants qui ne sauront pas forcément quoi choisir. Quand aujourd'hui, vous devez choisir un forfait Internet ou un forfait téléphone, c'est déjà compliqué. Vous passez 1 heure à comparer les différents trucs et ce n'est même pas comparable. Et ce n'est pas forcément rendre service aux habitants que de les livrer à ce choix-là toujours. Et du coup, ça nécessite vraiment, encore une fois, qu'il y ait une stratégie et que la collectivité se dise de quel outil j'ai besoin ou en tout cas quel outil je veux développer sur mon territoire et pas forcément de le faire en interne. Par contre, de voir quelle est l'offre et celle qui va répondre le mieux à son besoin ou de faire travailler les opérateurs par rapport à ce qu'elle a envie et puis peut-être remettre en cause son idée parce que les autres ont de l'expérience. Mais la question de la stratégie, du choix politique initial et du type de solution qu'on veut porter, elle doit être définie en amont et pas forcément laissée aux opérateurs. Oui, du coup, finalement, là, on est un petit peu sur trop d'offres et finalement,
les citoyens ils se perdent dans ces offres et ça devient plus un service, mais ça devient un peu un casse-tête pour eux, savoir quoi utiliser. Sur le cas de, par exemple, puisqu'on parlait de mobilité électrique, il existe quelques standards d'interopérabilité entre les acteurs. Alors, il y en a un au niveau, je crois, JREB, je crois que c'est au niveau européen. Il y a quelques autres standards au niveau aussi international, je crois. Mais ça peut aussi aider de poser un standard. Alors, c'est un niveau peut-être plus national ou européen, mais sur les données et ou sur le format d'échange ou d'interface. Sur les bornes de recharge, il y a notamment ICPP, je crois, ou ICPI, qui est utilisé par la plupart des acteurs et qui permet de très facilement passer l'un à l'autre. OK. Je vous rajoute juste un truc. Bon, mais c'est qui va faire la simplification? Oui, ça c'est une très bonne question. Est-ce que c'est… Tout le monde la veut, mais c'est difficile à la faire. On a parlé de France Mobilité qui permet d'y voir un peu plus clair. Qui pourrait faire ça? C'est une très bonne question. Ça fait longtemps qu'on essaye de faire de la simplification et au fur et à mesure qu'on simplifie, on complique. J'ai toujours peur de la simplification. Et peut-être il faut accepter la complexité quand il y a une innovation assez violente, assez forte. Maintenant, on a passé 2 ans où tout ça s'est accéléré à des niveaux incroyables, je pense. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on peut réagir réellement à cette offre de mobilité assez complexe, assez articulée? Pour moi, par exemple, dans les villes italiennes, il semble que cette offre plutôt chaotique, anarchique, etc., c'est bien mieux qu'avant. C'est-à-dire quand il y avait rien. Et chaque fois qu'un territoire essaye de simplifier, de hiérarchiser, de planifier, etc., il n'a pas les moyens. Il n'y a pas les moyens pour le faire, surtout en termes de compétences. Qui souhaiterait rebondir sur ce commentaire de M. Suffini sur effectivement qui prendrait la décision de simplifier cette offre? Qui pourrait réguler tout ça finalement? Moi, il me semble que ça devrait être effectivement peut-être un pouvoir entre guillemets central. Alors, soit, par exemple pour nous le canton, mais en fait, je m'excuse, mais je crois que c'est un peu illusoire. Parce que, par exemple, je sais pas, par rapport à Google ou d'autres, qu'est-ce qu'on fait en fait? On est plutôt, je pense que je comprends la remarque et puis je la partage dans le fond. Mais après, c'est pas forcément évident par rapport à tout ce qu'on trouve sur le marché et à la place justement de certains géants des GAFA, quoi. Effectivement. Ça me semble pas complètement illusoire. Si je prends l'exemple, les trottinettes électriques, là, c'était à Paris notamment. Enfin, moi, je suis pas parisien, il y en a pas au Mans, mais c'était un vrai problème à un moment donné. Ou même les vélos, il y en avait de partout, ils n'étaient pas rangés. C'était un peu, il y a une guerre, il y avait 10 opérateurs à un moment donné. Et à un moment donné, la collectivité, donc je pense qu'au niveau de l'intercommunalité, avec la compétence, parce qu'en tout cas, en France, il y a la compétence, elle peut réguler et demander, vous voulez entrer sur le marché, il y a un certain nombre de critères à respecter et je délègue ce service, je ne le fais pas en interne, je le délègue, mais avec des critères de qualité et avec un nombre d'opérateurs restreint, pourquoi pas 3 pour qu'il y ait toujours une concurrence, mais donc ça existe quand même, à mon avis, sans avoir réfléchi suffisamment. En fait, ce que je voulais dire, je vous rejoins tout à fait sur les opérateurs au sens de trottinette ou de scooter électrique ou de je ne sais trop quoi, quel mode. Moi, je vous rejoins effectivement sur ça, sur quelqu'un qui propose un service d'infrastructure. Vous pouvez effectivement, nous, je sais qu'on l'a fait, vous pouvez interdire, par exemple, la venue des trottinettes parce que vous estimez que vis-à-vis de la mobilité douce, piétonne et autres, c'est compliqué. Mais par contre, moi, ce que je voulais dire, c'est plus sur les plateformes dématérialisées, c'est plus sur les services à apporter. Vous voyez, c'est là-dessus, à mon avis, qu'on n'a pas de prise. On peut encore avoir une prise sur les opérateurs physiques qui s'implantent avec des services, mais pas sur les plateformes. Le côté dématérialisé, voilà. Mais je vous rejoins sur la plupart des choses que vous avez dit. Très bien. Quelqu'un d'autre souhaite rebondir sur cette question? D'autres choses à ajouter? Oui.
C'est possible, Patrick? Oui, bien sûr. J'ai juste un point, je vous ai mis un lien parce que je trouvais la remarque de Guillaume Chanson là, sur la question des standards. Enfin, je pense qu'il y a effectivement un point clé, c'est la régulation, la réglementation là, qui vient d'être mentionnée. Et le deuxième, c'est aussi s'il y a plusieurs services, les standards, c'est un point clé en fait pour arriver à ce que ça s'articule, au moins techniquement, parce que si ça ne marche pas techniquement, c'est quand même une grosse. Effectivement. Un gros obstacle en fait pour les usagers. Hein, qui ait au moins une solution qui fonctionne. Et récemment, la Fabrique des mobilités a produit un document assez général en fait qui essaie de donner, d'aider à s'y retrouver dans le paysage des standards autour de Mobility as a Service, quoi. Donc, ça peut être intéressant d'avoir ça en tête. Effectivement. Voilà, sans donner de solution directement. Mais c'est vrai qu'au moins de poser un standard et de faire des régulations, ça pourrait au moins de tous les standards existants et offrir des plateformes, des offres un peu plus donner au moins de l'efficacité pour les d'autres européens, d'autres globaux. Voilà. Exact. Je vous propose de passer à la prochaine question. Le changement des comportements peuvent-ils jouer un rôle significatif dans la décarbonisation? Est-ce que voilà, que les citoyens changent leur comportement, est-ce que c'est un rôle significatif pour cette décarbonisation? Qui souhaite prendre la parole sur cette question? Enfin, je crois que oui. C'est évident, enfin, il me semble que c'est oui, bien sûr, que les changements de comportement peuvent jouer un rôle significatif dans la décarbonation. Après, on a quand même une tendance à jouer la montre collectivement. Je sais plus, ça a été modélisé par des scientifiques, un peu cette attitude, cette capacité de l'être humain, tant qu'il n'est pas en danger, à faire un peu fi de l'urgence en disant jusqu'ici tout va bien. Et du coup, je réappuierai sur ce que disait tout à l'heure. J'ai oublié son nom, notre collègue là, de Suisse, sur le fait qu'il faut aussi la carotte et le bâton de temps en temps. Il faut être un peu vertical et ça va un petit peu bousculer un peu le timing. Et pour citer, je suis très Coluche qui disait dites-moi de quoi vous avez besoin, je vous apprendrai comment vous en passer. C'est un peu à un moment donné, il faut organiser la pénurie et là, par contre l'accompagner après, parce que sinon les gens sont mobilité. Moi, je suis dans une zone plutôt rurale, auquel les décisions verticales c'est bien, mais il faut accompagner quoi. Il faut que le changement soit pas simplement de la théorie. Il faut que derrière il y ait des modèles, il faut qu'il y ait des solutions opérationnelles, des alternatives. Et aujourd'hui, je pense qu'il y en a. Donc oui, évidemment que changer de comportement, le comportement, typiquement, c'est éviter de se déplacer quand c'est possible. Et oui, on voit le mode de déplacement. Le nombre de voitures où les gens sont seuls, sur des trajets où à côté, l'autopartage, le covoiturage ou les transports en commun sont possibles. Oui, le changement de comportement va y avoir un impact, c'est une évidence. Qui partage, j'imagine que la plupart d'entre vous partagent un petit peu ce point de vue. Est-ce que d'autres d'entre vous souhaitent ajouter justement quelque chose à cette notion de comportement? Je voulais juste dire une chose. Tout ce que j'entends, je suis d'accord, mais il faut mettre en avant le territoire, parce que sans territoire partagé et connecté entre eux, c'est difficile tout ce qu'on est en train de dire. Parce que la prochaine question, faire sans voiture dans les zones rurales, c'est le paradoxe. Parce que, évidemment, les gens qui habitent en ville devraient tous se comporter pour partager toutes les mobilités possibles. Mais ça, c'est difficile parce que quand on va à son domicile de travail, on sait qu'il faut passer par faire les courses, par amener
les enfants à l'école. C'est toutes ces choses-là qui sont difficiles à jouer. Et justement, il faudrait… moi, je suis urbaniste, alors j'essaye à chaque fois de sensibiliser les élus par rapport au fait qu'on va mettre une école à 500 mètres de la ville, du village. Il faudrait plutôt la mettre à 100 mètres et pas à 500 mètres, parce que là, on ne s'en sort plus, parce que si vous avez 500 mètres à faire, vous allez automatiquement prendre votre voiture. Voilà, il faut déjà penser comment on peut mettre en place cette ville connectée, partagée, avant de penser la bagnole électrique, tout ça. Parce qu'évidemment, la bagnole électrique, il n'y en a pas beaucoup déjà qui peuvent se la payer. Hein, il faut pas… Et voilà, après… On parle de quoi là? On parle des gens. Les gens, il y en a plein. Je suis à Marseille. Il y a plein de pauvres. Ils rigolent quand vous leur dites vous allez prendre une bagnole électrique. Ils n'en ont même pas une. Alors voilà, la première chose pour moi, c'est partager le territoire. D'accord. Donc en fait, vous, avant de demander de changer de comportement, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une offre pour eux. Avec des territoires connectés, des possibilités, des alternatives, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Qui souhaiterait rebondir sur ce commentaire ou sur en tout cas cette question? Moi, je rejoins aussi Monsieur Petit par rapport à toute la problématique quand même de l'aménagement du territoire. Donc ça, c'est sûr que si on met les services au plus près des gens, on limite les déplacements et du coup, on a moins de problèmes d'émissions de CO2, etc. Après, toute la difficulté, c'est qu'est-ce qu'on fait des coûts partis. Parce que, alors moi je suis pas du tout urbaniste, je suis plutôt ingénieur, mais là je parle sous votre contrôle, mais la question des villes à plat, est-ce que c'est une solution? Moi je vois sur Genève, on a une problématique quand même qui n'a pas encore été vraiment, enfin entre nous soit dit, prise à bras le corps, c'est sur la question de la densification des territoires. Nous on devrait construire des tours à Genève, vu le prix du foncier en plus, c'est ça qu'on devrait faire. Mais personne n'a envie d'habiter dans une tour, enfin je caricature. Donc, toute la question du modèle aussi, du cadre de vie, des questions urbanistiques, c'est extrêmement importante. Et moi, ça fait 20 ans que je suis dans la mobilité, même un peu plus, et je me dis toujours, on a toujours l'impression qu'on fait les choses à l'envers, et pourtant, on est dans le truc. Donc, je ne sais pas comment on se débrouille, mais c'est vrai que ce n'est pas simple. C'est pas simple. Et je vous rejoins aussi en termes de niveau économique. Hein, je veux dire, on ne peut pas demander à tout le monde de faire les mêmes efforts. Les gens qui sont périurbains, qui n'ont pas de train, qui n'ont pas de métro, qui n'ont pas de… Voilà, on ne peut pas non plus demander des efforts comme ça. Donc, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué par quoi il faut commencer. Moi, j'aurais toujours tendance à dire, quand un quartier sort, un quartier nouveau sort, l'infrastructure, elle devrait déjà être prévue. Mais ça, c'est joli de le dire. Hein. Après, il faut encore le faire. D'accord, très intéressant. Et alors, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que justement que ces comportements changent? Ça serait plutôt pour les centres-villes déjà, plus que pour les zones, on dira rurales, parce que bon, c'est vrai que c'est difficile de demander. Je pense qu'il faut pas, pour être en plus sur une zone rurale et avec une ville-centre hein, où on peut aménager un certain nombre de choses et des villages un peu excentrés. En ville, on arrive à faire 1 kilomètre sans sa voiture parce que le parking est compliqué, etc., et parce que la voiture n'est pas forcément garée dans le salon. À la campagne, 1 kilomètre, on le fait en voiture systématiquement. Donc, cette question de simplement, ce n'est pas possible à la campagne, il y a plein de déplacements alternatifs qui sont possibles à la campagne, y compris à vélo, etc. Il y a aussi, c'est juste qu'on est tellement accro à la bagnole qu'on ne sait plus faire autrement, quoi. Et donc, ouais, moi, je suis toujours méfiant avec cet alibi un peu fastoche que oui, mais moi, je suis à la campagne, ça ne me concerne pas. Je ne suis pas d'accord. Quand je regarde les déplacements des usagers dans leur quotidien, le nombre de fois ils prennent la voiture sur des déplacements qui ne sont absolument pas justifiés. Voilà. Et qu'à la ville, on va gérer de manière autrement et sans infrastructures, parce qu'on va le faire à pied ou à bicyclette. Je parle vraiment là des trucs simples. Hein. Effectivement, il y a d'autres questions après sur là où il faut des transports en commun, ça c'est clair. Mais il y a déjà plein de choses. Et pour l'avoir testé à quelques reprises, il y a aussi parfois tout simplement casser des codes.
Plein de gens pensent que le vélo, ça ne fonctionne pas. Et puis, un jour, on les met sur un vélo assistance électrique et ils se rendent compte que ça marche bien, que c'est facile et que finalement, pourquoi pas. Et je pense que là, on a des choses, il faut faire essayer des nouvelles solutions à des gens. Il faut que ce soit simple, mais il faut faire essayer. Je pense notamment sur les courtes distances au vélo assistance électrique. Je rappelle qu'au Danemark, si les gens aujourd'hui prennent le vélo, ce n'est pas parce que c'est des écolos, des bobos, etc. C'est parce que c'est pratique et plus rapide que la bagnole. Basta. C'est très pragmatique comme argumentation. C'est rapide et plus facile. Excusez-moi, juste pour rebondir, on voit souvent en zone rurale des petits chemins. Les infrastructures en zone rurale ne sont pas du tout adaptées pour faire du vélo parce qu'il y a des mecs qui passent à 80 km/h sur des petites routes qui font à peine 3 mètres bien souvent. Moi, j'étais plus en insécurité dans les petites routes de France par rapport à Marseille, par exemple. Parce que je suis bien d'accord, sauf que c'est en train d'évoluer considérablement. Alors moi, je peux parler que ce que je connais chez nous. Les principales dépenses d'équipement sur les 5 prochaines années des collectivités, c'est de l'aménagement cyclable. Et le problème d'un maire aujourd'hui rural, quand il fait de l'aménagement cyclable, c'est qu'il y a tous les automobilistes qui lui disent « mais c'est de la merde, il n'y a jamais personne sur tes pistes à la con ». Donc, les aménagements aujourd'hui, ils sont en train de se multiplier, en tout cas sur les axes principaux, évidemment. On a encore beaucoup d'efforts de maillage à faire, mais il y a des grandes dessertes, notamment le rabattage vers des axes structurants de rabattage vers les gares, les centres-villes, etc., qui ont considérablement évolué depuis quelques années. Et là, l'usage, même si depuis 2 ans, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre, mais les usages ont été plutôt… Et là, salutations aux élus, les usages ont été plutôt en retard par rapport à la vision et aux infrastructures que proposait la collectivité. Donc, mais c'est peut-être en train de se réguler. Donc voilà, ce qui était vrai il y a 10 ans, en ce moment, le monde change en moins d'1 an. Donc, ce qui était vrai il y a 10 ans évolue beaucoup. En tout cas, chez nous, il y a beaucoup d'investissements sur des infrastructures parce qu'effectivement, le sentiment de sécurité est fondamental. Et vous avez raison, on est plus en danger à 18 h le soir entre 2 villages que dans une grande ville. Oui, bien sûr. Oui, je veux bien repartir là-dessus aussi. Alors déjà, sur le titre « Faire sans voiture dans les zones rurales impossible », oui, certainement impossible. Par contre, on peut faire moins. Sur la question du vélo, c'est un sujet sur lequel je peux s'accrocher un peu avec mes collègues en séance. D'abord, le vélo n'est pas réservé qu'à la ville et aux bobos qui habitent en ville. Notamment le vélo électrique, ça vient d'être dit, il a quand même profondément changé les choses. Et aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent faire 10, 15 km. Et ça ne prend pas forcément beaucoup plus longtemps qu'en voiture d'ailleurs, parce qu'en voiture, on est vite dans la congestion. Et donc, le vélo électrique, en périurbain notamment, ou en creux de bourg, peut amener des solutions à des choses qui ne se faisaient pas avant. Et puis, de dire que c'est dangereux parce que les routes sont étroites et les voitures roulent à 80, oui. Mais parce qu'on refuse, ou en tout cas un certain nombre de territoires, ça n'a pas l'air d'être le cas dans le pays de Saverne, tant mieux. Mais dans beaucoup d'endroits, les élus, notamment les départements qui sont en charge de l'aménagement du réseau routier, refusent d'aller chercher des solutions un peu alternatives. Ils disent on ne va quand même pas faire une piste pour les vélos, ça coûte assez cher comme ça, donc ils auront à côté. Puis de toute façon, personne n'utilise. Alors qu'effectivement, il existe tout un réseau de petits chemins, de chemins ruraux, peut-être des chemins qui ont une vocation à un moment donné agricole, mais avec une agriculture qui a aussi beaucoup régressé en périurbain, et que donc ça nécessiterait de penser différemment, et on en revient encore une fois à cette question de modèle et d'habitude de faire, mais penser différemment, aller chercher du foncier, des cheminements, des parcours un peu différents et qui ne sont pas forcément calés sur le réseau routier, et parce que le vélo ne sera pas qu'une solution de balade, de tourisme et de loisirs. D'ailleurs, sur le tourisme, c'est un sujet encore, mais il offre une vraie alternative pour des déplacements du quotidien. Et encore une fois, après, il n'y a pas que le vélo, il y a les autres solutions dont on a parlé tout à l'heure, l'autopartage, le covoiturage, l'autostop organisé qui se fait aussi et qui sont quasiment pas coûteuses. Les transports en commun peuvent être aussi aménagés
dans ces zones rurales? C'est quand même compliqué en zone rurale. Mm. Il y a un besoin, il y a des trajets pour certains trajets, mais on n'aura jamais un bus qui va desservir chaque commune et chaque hameau. Ce n'est pas envisageable. Pardon, moi je suis aussi d'un fin fond pyrénéen, en Ariège. Il y a 20 ans, on avait des petits cars qui venaient peut-être 3 ou 4 fois dans la journée, chercher à 30 km tous les petits villages qui étaient alentour du bourg. Ça marchait très bien. Alors, ça ne marchait plus parce qu'à un moment donné, il n'y a plus personne dans ces villages. C'est ça qui... C'est ça. Alors, ça aussi, c'est une chose. Là, il faut retourner un peu sa veste pour que les gens reviennent à la campagne. Et il faut mettre beaucoup d'argent sur les habitations qui sont des fois des passoires thermiques, mais tout ça, c'est à l'ordre du jour, il faut le faire. Bon, je pense qu'on a pris un peu de temps sur les questions. On ne va pas avoir le temps de reprendre toutes les. Bon, bah écoutez, j'espère que toutes ces discussions étaient particulièrement passionnantes pour tout le monde. En tout cas, il y a beaucoup de sujets. Oui, vous disiez? Trop court. Trop court, hein. C'est toujours trop court. Je suis assez d'accord avec vous. Malheureusement, bon, on est obligé de prévoir un planning parce que il y a d'autres choses qu'on fait tous après. Si c'est trop court, moi, ce que je vous invite à faire très fortement, c'est à continuer. Nous, on essaiera de faire en sorte de vous proposer des actions, de faire des choses pour que vous puissiez continuer. Mais continuer, c'est pas forcément de nous que ça doit venir, ça peut être aussi directement de vous. Donc, si vous avez envie d'inviter l'écosystème d'Innopolis Expo sur auprès de communautés que vous animez ou dont vous faites partie, n'hésitez pas à le proposer, on verra la pertinence du sujet. Par ailleurs, si vous avez des formats pour nous retrouver par la suite, etc., et pouvoir poursuivre ces échanges pour pouvoir véritablement avoir une dimension commune dans la préparation de ce salon et dans la poursuite du salon ensuite, n'hésitez pas à proposer des choses de la même manière. On les étudiera avec grand intérêt et on reviendra vers vous pour vous aider dans cette dynamique. Le problème, c'est qu'il y avait un manque de temps. Vous m'entendez? Oui, je vous en prie. Il y avait un petit manque de temps. Ce qui serait intéressant, ce que j'aurais bien voulu qu'on teste, en fait, c'est les systèmes qui sont déjà mis en place auprès des mairies et des collectivités. C'est-à-dire envoyer des experts ou des consultants en sécurité sûreté physique, spécialisés dans la sécurité physique, et tester les vulnérabilités. D'accord, c'était sur la thématique sécurité du coup. Ok. On aurait pu faire des simulations et voir des cas concrets et voir comment le dispositif fonctionne, faire un rétex, améliorer les choses, etc. Là-dessus, si je peux dire un mot, M. Just, M. Legrand, tout à l'heure, a eu une bonne réaction quand la question venait de Mme Bayeul, ancienne élue, pour démontrer l'efficacité de certains outils. M. Legrand a mis un frein en disant que c'est une réponse qui peut être donnée sur le salon, en allant beaucoup plus loin sur les solutions qui sont apportées et leur efficacité. Et donc là, c'était vraiment le moment d'explorer des pistes qui vont nous permettre de bâtir une ligne éditoriale par la suite. Donc voilà, on aura le temps, groupe après groupe, de donner un peu ce qui est ressorti des conversations. Il y avait aussi le manque de moyens. Je me permets juste de couper. Comme on n'a qu'une demi-heure pour les restitutions, je pense que vous pourrez soit on part sur la restitution du groupe de Jessie, comme la discussion je disais que ça pouvait être pertinent. Voilà. En effet. Donc je vous propose de faire une petite restitution. Ce que j'allais proposer à Jessie. Oui, ça a été super intéressant parce que on a eu un groupe assez varié avec une association d'élus, une ancienne élue,
l'AN2V qui est l'association des experts de la vidéosurveillance, mais aussi des spécialistes de la sûreté comme M. Jost qui vient d'intervenir et M. Lenain qui travaille avec Suez et d'autres entreprises dans la conception des projets de territoire, ce qui est intégré en matière de sûreté. Ce qui est ressorti, il y a des mots de M. Legrand que j'ai retenus, c'est le continuum de sécurité qui allie l'être humain sur le terrain, les outils qui sont mis à sa disposition, parmi lesquels la vidéosurveillance, les logiciels de gestion, d'analyse, jusqu'à la justice. C'est une approche que le salon peut avoir au niveau de sa ligne éditoriale en remontant un peu la chaîne non pas de sécurité, si je puis dire, pour voir ce qui peut être fait au niveau de la sécurité en combinant tous ces outils-là pour arriver à l'efficacité, voire à l'efficience. Monsieur Legrand, est-ce que j'ai bien résumé tout ça? Très bien. Je pose la question aux personnes de mon groupe. Monsieur On a Jost. beaucoup parlé d'efficacité, effectivement. Donc, c'est un thème sur lequel il faudra revenir. L'efficacité côté ministère de l'Intérieur, mais aussi côté ministère de la Justice, parce que c'est une chaîne complète de A à Z qu'il faut traiter. Et pas uniquement l'interpellation. L'interpellation d'individus, ce n'est pas la fin d'un cycle de sécurité. Moi, j'aimerais juste compléter une chose par rapport à tout ce qui a été dit. Bon, j'ai trouvé sur la fin, parce que du coup, je n'ai pas pu rebondir comme je le souhaitais à cause du temps qui malheureusement était trop court. C'est vrai. Où effectivement, j'avais trouvé que la discussion était certes efficiente, mais qu'elle avait pris une efficience un petit peu plus, avec une tonalité un peu trop technique. Et j'aimerais juste rappeler que les élus, donc qui sont, en tout cas au travers du maire, les premiers magistrats des communes, sont ceux en fait qui vivent ces violences-là au quotidien. Et en fait, tout ce dont on a parlé, et peut-être que je le déplore un petit peu d'avoir donné un angle peut-être un petit peu trop. Alors après, on parle selon nos expertises, selon notre vision des choses et nos activités, aussi comment est-ce qu'on structure notre intelligence pour traiter de ces soucis, fait qu'effectivement, on est peut-être allé un petit peu plus sur l'aspect sécuritaire. Mais c'est vrai que les élus doivent gérer la sécurité, ils doivent gérer les populations, ils doivent gérer la circulation des populations, ils doivent gérer le développement des populations en essayant de développer des bassins de développement économique, etc. Tout ça, en fait, constitue quelque chose qui peut être, qui peut nous apporter des pistes de réflexion par rapport à la sécurité. Et en l'occurrence, par rapport à la sécurité, il y a aussi l'interaction avec la population. Quels sont les moyens que l'on met en place pour interagir avec la population? Certes, quand il y a des délits, le premier magistrat est en capacité de faire intervenir la police municipale, mais bien entendu la police nationale. Mais effectivement, à côté de ça, il y a aussi tous les éléments qui permettent de prévenir et même d'ajuster une fois que les crimes sont commis, quels que soient les crimes, et de revenir, par exemple, sur la population en termes de pédagogie auprès de la jeunesse, le lien avec les anciens, etc. Moi, je pense que la sécurité, les outils de sécurité dont on a parlé sont des choses qui rentrent dans le cadre de ces prérogatives locales dont sont dépositaires les maires et donc tout le conseil municipal. Donc, il ne faudrait pas, je pense à mon sens, donner en fait une ligne éditoriale trop sécuritaire au sens des outils, mais de l'incorporer en fait dans une politique locale globale qui du coup pourrait être récupérée au niveau national. Nous, par exemple, c'est sur ce genre de choses que l'on travaille, essayer de faire émaner du local une vision qui pourrait échapper peut-être au niveau national parce que, bon voilà, il y a un lien qui peut être un peu distendu avec certains politiques ou bien tout simplement le fait d'avoir une vision peut-être parce que la technocratie c'est bien, c'est utile, mais parfois ça empêche peut-être d'être un petit peu proche du terrain et les élus locaux au travers du maire et tous les conseils municipaux travaillent effectivement à ramener cette conscience en fait du terrain par des réalités vécues, concrètes, etc. Et tout ce qui est vidéosurveillance, etc. Nous, on a un dispositif qui s'appelle voisin vigilant. On n'a pas de caméra de surveillance, mais voisin vigilant, ça permet par exemple à des voisins d'appeler un numéro de téléphone lorsque, par exemple, il se passe quelque chose de difficile dans la rue. Ce sont les outils et qui permettent, en fait, donc au dépositaire, celui qui incarne l'autorité locale, de pouvoir agir en conscience vis-à-vis de sa population. Voilà. Et n'oublions pas que le maire
on dit que le maire est celui qui est à portée de baffe des habitants. Et je peux vous dire que dans ces baffes sont inscrites toutes les revendications des habitants. Et je pense que c'est tout ça qu'il faut mettre en branle pour dessiner une ligne éditoriale à travers la sécurité. Monsieur Kazi, justement, comme Monsieur Legrand. Deux petites minutes pour boucler le sujet. Ah oui, comme Monsieur Legrand l'a fait, Monsieur Kazi, je vais vous demander de tirer le frein à main un peu, parce que là, on a évoqué des pistes, mais on aura tout le salon, 2 jours justement pour déployer, développer et mettre en avant tous ces outils-là dont vous venez de nous dire. Exactement. Vous savez, c'est intéressant ce que vous venez de dire, parce que ce comité de pilotage va faire l'objet d'un délivrable, mais ce délivrable ne sera qu'une partie de ce qui va être développé sur le salon. Et effectivement, je vous rejoins, et on vous rejoint tous. On parle sur Innopolis Expo de projet de territoire et non pas d'un outil en particulier. Et donc, ça sera l'occasion de mettre en avant l'efficacité de ces outils-là que vous venez d'évoquer, que la N2V porte, mais aussi que les associations et d'autres clusters proposent dans les territoires pour gagner en efficience sur la sûreté. Si je peux me permettre un petit mot, effectivement, le but de cette groupe de discussion, c'était de définir un peu le champ en fait, de la sûreté sur le salon. Parce que comme l'indique Dominique Legrand, il y a une question de continuum, il y a des causes, il y a des symptômes. Et là aussi, je rejoins qu'il y a, par exemple, la relation aux citoyens, l'insertion économique, enfin, plein de facteurs qui fait qu'on vit dans une culture. En tout cas, on voulait poser ce sujet-là parce qu'effectivement, sans sûreté, sans pérennité, pour les collectivités ou pour les individus, il ne peut pas y avoir de projet de transition ou autre qui se fasse. Donc, c'est pour ça qu'on… Il y a aussi l'intelligence publique aussi, parce que les territoires sont impactés au niveau national. Par exemple, quand vous avez des médias qui, à longueur de journée, parlent de sécurité, effectivement, le sentiment de sécurité augmente. Pour certains, l'insécurité vécue est réelle. Mais si vous voulez, ça rentre dans le champ des solutions qu'il faut apporter pour que nos territoires soient de plus en plus sécuritaires. Faut que tout le monde amène de la conscience pour éviter aussi de casser le travail des uns et des autres, même ce que vous faites Innopolis pour apporter des réflexions concrètes. Donc ça va beaucoup. Ok, super. On va devoir passer à une autre thématique maintenant. Voilà, on passe à une autre thématique. Désolé. Pas de souci. Je fais une timekeeper. On va prendre la suite, peut-être avec le groupe de Lionel. Oui, merci pour ces échanges. Merci aux participants du groupe dans lequel j'étais présent, donc repenser l'espace public à l'aune de l'enjeu environnemental. Donc, il y a plusieurs choses qui sont ressorties, et là, je m'adresse aussi à Olivier qui a un peu préparé le texte et le contenu. Donc, c'est vrai que repenser, effectivement, les choses, comme on dit, sont déjà là. Donc, il faut se réorganiser, c'est peut-être plus ça, ou se coordonner. Et l'enjeu environnemental est déjà là aussi, c'est pas à l'autre, c'est vrai. Il y a une somme d'urgence qui est là. Donc, voilà, je vais ressortir un peu les grands mots qui sont ressortis de discussion. C'est l'urgence climatique. Donc, vraiment, comment on fait pour, dès maintenant, se mettre un peu en mode tactique pour passer vraiment sur du concret, parce que les projets prennent du temps. Donc, voilà, de ce qui ressortait, c'est que Tatiana parlait, qui est DGS à Trans-Provence, et disait, mais moi, je suis dans l'urgence aujourd'hui, il faut que j'agisse, je n'ai pas le temps non plus de trop passer de temps dans les concertations, trouver des financements. Donc, il faut se coordonner aujourd'hui peut-être un peu mieux entre certains acteurs. Il y a une notion aussi d'acceptabilité apparemment, c'est ce qui a été aussi ressorti, à la fois en interne dans les collectivités, mais aussi peut-être dans le débat public. Donc, comment on passe certains caps pour y arriver, pour gagner du temps. Il y avait aussi des choses qui sont ressorties en disant c'est complexe. C'est-à-dire qu'il faut aussi prendre toujours en considération la complexité d'un projet d'aménagement urbain avec toutes ses composantes. Donc, comment on coordonne les acteurs, comment
on arrive à faire le lien entre différentes personnes, où il peut y avoir aussi des enjeux politiques. Donc voilà, donc il y a tout ça qui est ressorti, ça amène beaucoup de réflexion, mais c'est vrai qu'on a avancé quand même un peu sur la forme et le fond de ces sujets. Et voilà, et sur après le concret, je pense qu'il faut parler d'urgence, comme on disait, aider les acteurs à se coordonner, s'inspirer aussi peut-être de choses. On nous disait quand il y a des pays qui arrivent à avoir du financement aussi des fois européen, alors qu'en France, peut-être on n'est pas assez des fois qualifié, ou en tout cas, c'est un peu plus rare de faire appel à certains financements européens. Donc voilà, toutes ces choses-là qu'on avait aussi abordées même sur le salon, sur la première édition, mais où il y a encore beaucoup de choses à aborder. Creuser un peu plus loin, quoi, en fait. Si je comprends bien, le premier salon avait permis d'avoir une vision sur le sujet, et là, il y a besoin d'un approfondissement, c'est ça? Voilà, en quelque sorte, on était déjà aussi, on avait abordé certaines choses assez concrètement, mais voilà, tellement de choses à dire qu'effectivement, je pense qu'on a encore de la matière. Et si vous voulez compléter ce que je viens de dire, n'hésitez pas, parce que voilà, il y a certainement pas mal de choses à rajouter. Oui, Lionel, moi, simplement, je rebondirai sur ce que vous venez de dire, très bien dire. J'étais en train de le noter sur le chat. Oui, très, très bien. C'est une urgence que l'on connaît à tous nos niveaux et à toutes nos échelles dans tous nos travaux que nous effectuons tous. Néanmoins, il y a aussi cette crise sociale, bon an, mal an, où nous sommes sanitaire, sociale, en train de sortir. Mais il y a une crise économique qu'il faut vraiment la mettre dans nos curseurs. C'est pour ça qu'on parle de tactique, où l'ensemble de tous les risques et des aléas, ils sont un peu dans le orange-rouge. Et pour moi, vraiment, la crise économique, là, pour la plupart des municipalités, des collectivités territoriales, elles sont en train de rédiger leur robe, donc leur aspect budgétaire. Donc, allô, ça coûte très cher de faire des études sur la sobriété énergétique. Il y a beaucoup d'abus, c'est aussi ça la réalité. Donc, vraiment, et tous ces changements de paradigme en interne, que ce soit dans le privé ou dans le public, il faut le prendre en considération. On doit vraiment mettre en perspective l'aune de tous ces changements et de tous ces paradigmes avec le caractère social, sociétal et toutes les formations aussi qui sont peut-être désuètes aujourd'hui ou pas suffisantes par rapport à tout ce qui se passe. Parce qu'il vaut mieux être pluridisciplinaire et pas spécialiste pour moi, vu tout ce qui se passe vraiment. Voilà. Super, je ferme la parenthèse. Merci beaucoup. Merci. Une dernière petite réaction dans le groupe de Lionel? Non, c'est bon. Je vous propose de passer au groupe de Thomas dans ce cas-là. Thomas? Oui, bonjour. Merci à tous pour la participation. On a eu un très beau groupe. Donc, beaucoup de choses sont ressorties sur cette partie mobilité. Avec Monsieur Terrien, je lui ai demandé un petit peu de me faire un petit retour aussi sur ce qui a été dit sur cet échange. C'est vrai qu'on est tous d'accord sur le fait que effectivement la mobilité, les transports sont un gros facteur d'impact sur le CO2. Et donc du coup, voilà, c'est très difficile, on se rend bien compte, c'est très difficile de coordonner les projets, les sujets, et de mettre les bons sujets sur cette réduction d'impact de CO2, et que pas forcément, en tout cas avec l'électrification des transports, c'est pas forcément une solution qui va fonctionner sur chaque territoire. Monsieur Terrien, je pense que vous pouvez peut-être rajouter un petit peu à ce que j'énonce, si vous êtes avec nous. Oui, bien sûr, oui. Oui, on avait quelques grandes questions. Déjà, qui on associe à ces démarches localement et à quelle échelle et comment on travaille. Donc, je pense que là où on était d'accord, c'est que c'est un travail justement qui est multi-échelle, qu'il faut associer tout le monde. Néanmoins, dans tous les cas, il faut une vision. Et ça renvoie plutôt à la sphère du politique. Pas rester dans la vision, ce qui est parfois un petit peu le travers un peu de nos stratégies. Elles sont écrites, on a des grandes ambitions, des grands objectifs, mais elles ont du mal à atterrir en question de moyens, de qui, quand, quoi, comment.
Donc, important de descendre très précisément dans réponse à ces questions, dans un vrai plan d'action, de passage à l'action. On est aussi souvent un peu, on aborde souvent la question de la mobilité sous l'angle des infrastructures et on a mis en avant qu'il fallait aussi parler services et que dans services, il y a aussi les non-services et que peut-être la meilleure contribution à la mobilité, c'est la démobilité en termes climatiques notamment et qu'il faut vraiment entrer par cette logique-là. Ensuite, on s'est interrogé sur le nombre pléthorique un peu d'offres de services, de plateformes, de services qui est privé puis porté par des startups notamment. On citait tout ce qui est sur France Mobilité. Alors à la fois, c'est bien parce que ça stimule le marché, c'est une forme aussi de benchmarking permanent, ça tire vers le haut, mais les collectivités peuvent être un peu désemparées par rapport à ça. Et donc, c'était juste rappeler qu'avant de se servir d'une boîte à outils, il faut quand même définir un peu, faire son diagnostic et définir ses moyens. Même si justement tous ces offreurs des solutions peuvent aussi être des experts aussi qui peuvent aussi accompagner et conseiller la collectivité. Donc c'est un peu, on a interrogé un peu le partenariat public-privé sur certaines solutions plus techno. On rêve tous de standardisation et on a tendance à regarder d'interopérabilité. On a tendance à regarder l'État central ou en tout cas une sorte de pouvoir central qui aurait ce rôle de réglementation, tout en mesurant que c'est peut-être un peu compliqué. Quelqu'un citait l'exemple de Google. Est-ce que ce n'est pas un peu illusoire de vouloir réglementer quelque chose qui vient comme ça d'un univers privé ou justement qui va très vite avec beaucoup de moyens? Voilà, on n'a pas forcément la réponse à la question. Une question était, est-ce qu'on peut faire changer, les comportements peuvent contribuer à améliorer la situation? Alors, pareil, on est à peu près, il me semble qu'il y avait consensus le fait que oui, bien sûr, les comportements ont un impact déterminant sur la situation, même si ces comportements, il faut peut-être un peu les provoquer et quitte à manier de temps en temps un peu la restriction, pour ne pas dire le bâton, pour pouvoir provoquer plus rapidement peut-être ces changements de comportement. Mais si on agit comme ça, il faut être sûr pour ne laisser personne au bord de la route que des vraies solutions alternatives sont proposées et qu'on est en capacité d'accompagner. Et du coup, on fait le lien avec quelque chose qui a été évoqué dans le repenser l'espace public, avec les questions d'aménagement du territoire. Parce que finalement, si on regarde la façon dont on a construit nos villes et nos villages depuis quand même un certain nombre d'années, on a plutôt créé des besoins de mobilité en mettant l'école à 500 mètres du village plutôt qu'au cœur du village. On a plutôt créé des besoins de mobilité, donc il faut peut-être commencer par penser différemment les choses en termes d'aménagement public pour intégrer vraiment la mobilité dans ces questions d'aménagement. Et on citait le cas du vélo et on était plusieurs à faire un peu le plaidoyer sur le fait que le vélo, ce n'est pas réservé aux bobos à la ville, mais qu'à la campagne aussi, on peut utiliser le vélo à condition évidemment de prendre quelques décisions d'accompagnement d'une vraie politique cyclable en termes de sécurité d'infrastructure. Là aussi, c'est une question de penser différemment sur la place des uns des autres dans l'espace public en termes de déplacement. Voilà. Et puis, il y a peut-être, je terminerai là-dessus, je trouvais que c'était intéressant, Monsieur Petit, qui est architecte urbaniste, et vous avez sa vision évidemment, citait le cas des petits bus de campagne qui, il y a quelques décennies, desservaient des petites communes et que ça marchait bien. Évidemment, avec la voiture et l'exode rural, il marche moins bien. Mais voilà, est-ce qu'il n'y a pas, on ne peut pas revenir à quelque chose comme ça? Est-ce que ces vieilles solutions, remises un petit peu au goût du jour, ne pourraient pas fonctionner? C'est un peu ce qu'on voit avec le ferroviaire, notamment. On ressort un peu du tout TGV. Les Michelin fonctionnaient bien. Alors, effectivement, on ne peut pas mettre sans grosses infrastructures un TGV sur des petites lignes de campagne, mais remettre des bus sur rail qui ne nécessitent pas des millions et des millions d'investissements, même s'ils roulent qu'à 50 km/h finalement. Voilà. Bien, merci beaucoup. Belle synthèse. Écoutez, je vais essayer de faire à 60% aussi bien. Sur le sujet de la gouvernance et l'usage du numérique dans les territoires, alors, il y a eu beaucoup de débats également, beaucoup de sujets, même si les acteurs étaient relativement cohérents entre eux et avaient une vision qui se complétait assez fortement, même si les axes d'entrée n'étaient pas forcément les mêmes tout le temps. On est arrivé à plusieurs éléments de synergie intéressants.
Et du coup, pour synthétiser, je dirais que dans l'approche par rapport à ce qui avait été proposé sur la thématique, la première chose qui ressortait, c'était essayer de définir un angle d'approche par le haut qui permette de bien appréhender le salon. Pour ça, il y avait une proposition d'essayer de le mettre sous la thématique de passer à un numérique de tous et pour tous, basé sur les territoires et les différents acteurs de ces territoires pour construire ces territoires de demain. Tout en ayant une vision j'ai utilisé le terme de réel numérique, qui veut dire ne pas agir comme des bisounours face au numérique, mais essayer de le prendre tel qu'il est et tel qu'il peut apporter des choses, mais aussi qu'elles soient positives ou négatives pour pouvoir appréhender le numérique dans son entièreté et pas seulement sous le numérique, c'est que des choses bénéfiques pour demain, notre développement, etc. Donc, avoir une approche beaucoup plus réaliste du sujet. Et ça pourrait faire l'objet d'un chapeau global par rapport au sujet du numérique, en intégrant la notion de cohésion territoriale, autour des villes, mais aussi en ruralité, pour pouvoir essayer de mettre en place une réflexion vraiment territoriale, permettant d'apporter les solutions à tout le monde, mais les solutions aussi appropriées à chacun. Et là, je peux faire le lien très facilement par rapport au sujet précédent. Parfois, c'est pas la meilleure technologie ou le capteur connecté qui fait qu'on va apporter la meilleure solution dans un territoire rural. Sur les 3 axes qui avaient été présentés, il y avait un ordre qui était proposé, le fait d'aborder l'éthique en premier pour essayer de voir le sujet par le biais de l'éthique, de le décliner ensuite sur les autres axes et en terminant par la gouvernance. Et enfin, sur les thématiques, il y avait les thématiques qui ressortaient de transition écologique, de numérique sobre, parce que numérique et écologie doivent aller ensemble aujourd'hui. Et donc, comment on fait? La fracture, le lien avec les territoires et entre les territoires, avec l'interconnectivité notamment des différentes solutions proposées. La prise de décision par tous dans les débats pour pouvoir avoir un numérique qui soit au service des gens et des acteurs et pas l'inverse. Et la souveraineté, le sujet de la souveraineté en effet, qui est un sujet qui a été estimé comme un sujet très intéressant pour discuter, qui allait intéresser beaucoup les visiteurs et les différents acteurs, ou une réponse qui était apportée, souveraineté numérique, non, ça n'arrivera pas. En même temps, c'est comment progresser, plutôt que de dire est-ce que c'est important, ce serait plutôt de dire bon, on ne va pas y arriver, il n'y a personne qui y arrive concrètement, dans aucun pays dans le monde, mais en revanche, comment on peut faire pour progresser? Donc, plus être dans une dynamique de progression sur ces sujets et de maîtrise des outils des collectivités pour pas partir et faire des dépenses qui sont parfois très inconsidérées. Aussi, dans les projets de territoire, il y avait une notion d'essayer de faire ressortir l'état actuel des choses, d'avoir un audit un peu mieux fait au départ, de savoir qu'est-ce qu'on a entre les mains et quelles sont les solutions locales pour pouvoir essayer de ne pas partir sur des choses qui coûtent très cher avec des très grosses boîtes très connues forcément, mais aussi pouvoir intégrer les dynamiques locales dans les propositions, des dynamiques qui sont potentiellement pertinentes par ailleurs. Donc, il y a l'identification des besoins et le maillage avec les différents acteurs adéquats qui ne sont pas forcément les acteurs qui ont pignon sur rue et qu'on a l'habitude d'entendre. Il y avait aussi une dernière proposition à aborder le sujet via une approche d'un plan national, à savoir d'essayer de s'intégrer dans cette dimension-là pour pouvoir avoir une cohérence de l'approche dans le discours qui a été amené. Bon, il y a encore plein d'autres petits sujets qui peuvent être importants aussi, mais je ne vais pas prendre la parole trop longtemps.
Voilà, donc on a fait le tour des différentes thématiques. On a fait une synthèse très rapide de ces sujets qui ne sont pas forcément des sujets qui se résolvent en une demi-heure. Donc, une proposition qu'on vous fait officiellement de la part du salon, c'est de dire qu'est-ce que vous proposeriez pour qu'on continue ce débat. N'hésitez pas à nous revenir, on va vous envoyer une synthèse. Mais qu'est-ce que vous proposeriez, vous, pour pouvoir continuer ce débat, cette discussion, cette réflexion en amont et en aval du salon? Et pendant le salon, évidemment, parce que tout ça va driver ce qui va se passer pendant le salon. Et en fait, comment faire en sorte de vous aider dans tout ce que vous faites actuellement et de pouvoir échanger pour co-construire ces éléments-là. Donc ça, c'est une première chose qu'on vous posera lors du récap. N'hésitez pas à proposer des choses et à proposer vos actions et à aussi proposer les actions que vous menez avec d'autres communautés par ailleurs, parce que la communauté Innopolis, c'est une communauté parmi plein d'autres qui ne nous ont pas du tout attendus pour exister. Et donc, c'est ce maillage avec les différentes communautés qui va faire la force du lien qu'on peut générer via un salon et via la communauté autour de ce salon. Donc ça, je vais maintenant passer la parole à Jessie qui va vous annoncer un petit peu les prochaines étapes. Je n'ai pas fait mon récap, Sylvain. Ah pardon, excuse-moi, je t'ai zappé. Donc, d'abord Olivier et ensuite Jessie. Voilà, donc je vais essayer d'être assez rapide. Donc du coup, j'avais la chance d'avoir un groupe quand même composé d'experts qui pensent la transition écologique au quotidien. Alors, sur la finalité de la transition, finalement, il y avait quand même un consensus. Voilà, que finalement, là-dessus, ce n'était pas forcément le problème, mais que le problème, c'était un peu plus les étapes pour arriver, le mode opératoire, les financements. Par exemple, Frédéric Terrien avant parlait de la mobilité, des freins qu'il peut rencontrer. Et donc là, ça nécessite quand même une certaine prise de recul sur le sujet pour créer des modèles qui soient compatibles avec cette transition. Alors, il y avait quelques points quand même saillants qui sont abordés, qui étaient un peu indispensables pour que cette transition se fasse. C'est qu'il faut rendre la sobriété enviable et équitable. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas aller vers la sobriété si c'est ressenti comme une punition, comme une injustice. Et donc, l'équitabilité est vachement importante dans ce sujet-là. Il faut aussi créer de la confiance. Ça, c'est un point très important. Et M. Carinti de l'Ermitage a indiqué que les tiers-lieux sont un vecteur de lien social et de création de confiance dans le futur et dans la société. Et d'ailleurs, c'est pour ça que sur le salon, depuis le début, on parle avec beaucoup de tiers-lieux pour essayer d'intégrer les personnes qui portent ce genre de projet dans l'événement. Il y a aussi la question dans la transition de l'équilibre rural et urbain qui est à repenser, qui est à faire évoluer, on va dire. Que dire de plus? Voilà, donc après, une fois qu'on a dit ça, la question c'est comment on le fait atterrir dans les villes, dans les territoires concrètement. Et c'est là où ce qu'il faut se dire, c'est qu'est-ce que les villes peuvent faire et qu'est-ce qu'elles peuvent y gagner dans cette transition. C'était un point saillant qui est ressorti. Et alors, du coup, ce qui a été dit par rapport aux collectivités, c'est que pour accomplir la transition, il faut réussir à raisonner en fonction des problèmes et pas en fonction des périmètres. Et aujourd'hui, les collectivités réfléchissent autour de leur périmètre, de leur champ d'action. Et c'est là où il y a un enjeu pour les collectivités de rencontrer le tissu d'acteurs locaux sur leur territoire, mais aussi avoisinants, pour avancer ensemble. Et pour conclure, donc on avait M. Faucon, qui est le directeur du programme Transition systémique à l'ADEME, et qui disait, voilà, c'est ça aujourd'hui. C'est finalement, si une ville entame une transition, qu'est-ce qui se passe à côté? Est-ce que les autres villes vont suivre? Est-ce qu'elles vont les accompagner? Et c'est là où la question d'une approche plus systémique, plus holistique,
a été posé sur la table. Mais ce qui a été dit, c'est qu'aujourd'hui, c'est un chantier encore en friche, en cours de construction, et qu'il y a une acculturation par rapport à ça à développer en France. Voilà. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut rebondir, ajouter un point ou deux, mais en tout cas, l'échange était riche. Et puis, je remercie encore une fois tous les gens qui ont passé ce temps avec moi. Merci à vous. On arrive un petit peu vers la fin du temps. Je vois qu'il y a quelques personnes qui doivent partir. Je vous propose du coup de passer directement aux prochaines étapes, que vous soyez au courant des grandes étapes à mener, même s'il y en aura d'autres. Et pour ça, je demande à Jessie de bien vouloir prendre la parole. Merci beaucoup, Sylvain. Tout à l'heure, au début de l'intervention, on a évoqué un comité des villes africaines. C'est un sujet important sur le salon Innopolis Expo. Il y a un espace qui est dédié aux villes africaines en ligne avec les politiques du gouvernement parce que je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un effort du gouvernement pour pousser les PME et les grandes entreprises à reconquérir le marché africain. La volonté des décideurs publics africains est là. Sur Innopolis Expo, sur une première édition, dans un contexte difficile et difficile également de voyager, on a tout de même eu une quinzaine de délégations étrangères, parmi lesquelles une douzaine de délégations africaines. Je me suis rendu sur le terrain, on va dire. J'ai pu rencontrer quelques décisionnaires africains qui s'engagent à venir avec des projets concrets sur Innopolis Expo. D'ailleurs, il y a un comité de pilotage qui se tiendra, un peu comme celui qu'on est en train de faire aujourd'hui, qui se tiendra le 3 mars. On a l'engagement d'une douzaine de pays et on va travailler à mettre en place les grandes lignes du programme de conférence sur la partie Afrique. Donc voilà sur le sujet Afrique. Merci beaucoup. Donc, ce que vous voyez, c'est que d'ici fin mai, un pré-programme sera défini ensuite pour un salon qui aura lieu le 20 et 21 septembre prochain. Dans tous les cas, il y aura d'autres actions qui pourront être menées, etc. Comme le disait Lionel dans le chat, on vous amènera à poursuivre ces groupes de discussion. Donc, n'hésitez pas, vous, à faire des propositions sur la manière de le poursuivre. Et donc, on va, pour le mot de la fin et les remerciements, et un dernier passage sur la vision du salon, je vais demander à Lionel, notre directeur, de bien vouloir prendre la parole. Merci infiniment d'avoir été présent, d'avoir pris ce temps avec nous. C'est vraiment important. C'est comme ça qu'on arrive effectivement à réfléchir collectivement aux différents enjeux et à tirer concrètement sur du concret. Donc, on va y créer des groupes de discussion, comme on disait. On va essayer de continuer d'échanger jusqu'au salon et pendant le salon également. Et on va revenir vers vous aussi pour des consultations individuelles pour voir comment on peut matérialiser tous ces échanges avec des conférences, des interventions, des animations. Et voilà, donc le travail n'est pas fini et donc un livrable, comme on disait aussi, sera délivré dans les prochaines semaines, le temps qu'on mette tout ça en forme. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. À très bientôt. Merci à vous, merci pour votre temps et votre présence encore une fois. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et à bientôt surtout. À bientôt. Merci à vous tous, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tout le monde, à bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Merci. Écoutez, je crois que tout le monde est parti. Oui, il y a quelqu'un qui va rentrer, c'est Samia Bayol, mais je sais. Jessie, toi, tu as eu un problème avec le son. Effectivement, tu n'étais pas co-hôte.
Alors, juste 2 Non, j'ai secondes, pas pu je enregistrer. vais réadmettre enregistré, Samia pour hein, voir si elle a un problème. Ouais. Ça ne vous dérange pas, je réadmets Samia juste pour voir si elle a un problème. Oui. T'as pas pu enregistrer avec ton téléphone ou une autre solution, Bonjour, Jeff? Samia. Ils ont enregistré avec, Samia, vous aviez un avec mon sujet? ordi. Allô, allô? Oui, Oui, bonjour Samia. vous m'entendez? Bonjour. Oui, on vous envoie très bien, Bonjour. pas de souci. Je me demandais s'il y avait un autre salon ou pas, justement. Donc, oui, effectivement, il y en a un autre. Non, Je il n'y suis a un pas peu un autre perdue. salon, c'est Je seulement les balade. animateurs. D'accord. 21 Ah, ok, d'accord. D'accord. Ah, moi, je pensais qu'il y avait un autre salon, donc je suis restée sur ma faim. C'est extraordinaire, hein. J'ai adoré. En tout cas, Tant mieux. voilà. Dommage qu'on ne soit pas. Enfin, j'espère qu'il y aura un prochain. J'espère qu'il y aura un prochain salon, en fait. Enfin, ou un prochain webinaire, en fait, comme ça, parce que c'était intéressant. Oui, ben en effet, on réfléchit à mener des actions. Il y a celui qui a été proposé par Jessie sur la partie Afrique déjà. Si vous souhaitez participer, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'équipe. Oui, et puis, pareil. Oh, pardon. Non, c'était. J'ai vu qu'il y avait un espace, et d'ailleurs, il y avait même des interventions Afrique, parce que ça, je l'avais mis sur mon profil, je me souviens en photo. Et je me suis dit, tiens, on regarde vers l'Afrique. Alors, après, c'est comment on va regarder vers l'Afrique? Oui, tout à fait. Bah, l'objet du comité de pilotage qui va être mené, n'hésitez pas à vous rapprocher de Jessie Foula sur ces sujets-là, va être de justement définir cette approche, en effet. Donc là, ce n'était pas le sujet du jour, mais ce sera le sujet d'un comité de pilotage dédié à ce sujet. Et il y aura également d'autres actions qui seront menées. Il ne faut vraiment pas hésiter à proposer vous-même des choses pour aller plus loin dans tous les cas. Ah, pas de souci. Bah, moi, j'échange déjà avec l'Afrique, en fait, par l'intermédiaire de Twitter, avec la jeunesse africaine, notamment au Congo. Mais aussi, j'essaye en ce moment d'impulser le même format qui a été fait par le Congo sur d'autres pays, comme par exemple le Sénégal, que j'aime beaucoup. Des pays que je n'ai pas visités, mais j'ai été, pour des raisons professionnelles, très en contact ici en France avec la population africaine, avec qui pour qui j'ai une grande amitié. Voilà. Super, génial. Et ils sont très riches d'idées. Samia, merci beaucoup et au plaisir de vos contributions. Merci à vous. Merci à vous, c'était vraiment passionnant. Je vous en prie, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Voilà. On n'avait plus Jessie, donc tu ne vais pas passer la parole. Bon, ça va? Super. Ah, t'as coupé là, Lionel. Non, ça s'est bien passé. Hein. Tu as un sujet sur ton micro, Lionel. Ouais, c'est bon là? Ouais, je crois qu'il faisait grève, il a trop parlé en fait. Non, ça s'est bien placé globalement. Moi, j'ai trouvé ça très bien. Un peu court, c'est vrai. Peut-être qu'il faudrait une demi-heure de plus, mais après, ça commence à être très long. Après, tu as plein de gens qui sont partis avant aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, je ne sais pas. Mais, sur la partie des groupes, moi, je n'ai pas réussi à aller jusqu'à la fin des questions. Ah ouais. Mais moi, je n'ai pas fait par question, en fait. J'ai fait par approche globale. Dites-moi s'il y a des choses qui vous parlent plus que d'autres, si on peut attirer sur des sujets concrets. Et en fait, ça allait assez vite. L'autre format qui pourrait être proposé, c'est de faire ce comité de pilotage, un comité de pilotage, et de dire à ceux qui le souhaitent de s'inscrire à une poursuite des discussions après le comité de pilotage qui aurait lieu dans la foulée après une pause de 10 minutes. Ouais. Okay. Comme ça, il y a ceux qui veulent rester et ceux qui ne veulent pas. On leur laisse le choix. Ouais. On va débriefer un peu sur tout ça. Je pense que là, on va prendre un peu de recul. Comme je te disais, Sylvain, moi, je pense quand même aux entreprises parce que je me dis que ça peut être pas mal de les impliquer davantage dans le salon, qu'elles se mobilisent, que ce soit leur événement aussi, parce que… c'est le client. Hein.
Voilà, c'est ça. J'ai l'impression que là, on a un peu. Alors, ça peut être bien parce qu'on aura, si on fait quelque chose en mars, j'en sais rien, on aura déjà pas mal d'entreprises qui sont inscrites. Donc, on est sûr qu'elles se mobilisent, qu'elles participent. Donc, ça peut être bien aussi, mais je verrais bien un truc fin mars, par exemple, pour les entreprises. Mais est-ce que sous le même format ou quelque chose de plus, comment tu verrais? J'en sais rien, honnêtement. À creuser. Je pense que ça dépend du type d'entreprise que tu as aussi. Ouais, on a un peu de tout. Tu as beaucoup de gros, si tu as des petits, comment tu fais le lien entre les deux. Enfin, il y a une dimension comme ça. Mais je pense qu'il faut d'abord qu'on ait une vision sur qui participerait éventuellement. Et ça va, vous n'avez pas trop peiné dans vos groupes alors, du coup, les gens ont réussi à lancer les discussions, c'était pas trop laborieux. Non, ça a été. Allez. Non, bien. Les groupes étaient bien, hein. Franchement, moi, pas mal de collectivités, finalement, c'est cool. Heureusement, parce que sinon, ça part sur des trucs un peu conceptuels. Et comme Tatiana, là, elle me disait, il y a un moment donné, là, faut du concret, quoi. Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais, et ça, c'est un des problèmes des institutions, des machins, ils se posent plein de questions, ils font plein de trucs, mais derrière, là, elle m'a dit, on n'a plus d'eau, quoi. Elle m'a dit, on est dans le sud, on n'a plus d'eau, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est intéressant. Ouais. Sergio, il a participé un peu? Enfin bon, on en parlera plus tard. Ouais, ils ont tout. Moi, je les ai tous fait parler à chaque fois une fois. Donc, non. Et pile poil, on a fini, on est revenu dans la plénière. Ouais. Le timing, ça s'est bien déroulé. Ok. Et toi, Thomas, ça allait? Ouais, ça a été. En fait, au début, je me suis dit, il faut que je les fasse tous parler pour tout le monde et qu'on ait le point de vue de tout le monde. Et puis, je me suis dit, en plus, faut pas que je me retrouve un peu trop short. Et finalement, ça a été le contraire. Tout le monde a parlé, j'ai fait participer tout le monde et finalement, j'ai fait trop traîner le truc. Et à la fin, quoi, j'ai vu le temps décompter. Je me suis dit, mince, ils étaient à fond dedans et on avait encore deux ou trois questions. Et bon, on a loupé un bon bout, mais bon. Ouais, mais c'est pour ça que moi, on a pioché dedans. J'ai dit piocher dans ce que s'il y a des trucs qui vous parlent plus que d'autres choses, s'il y a des trucs où vous pensez que vous pouvez intervenir. Et ça, c'est bien. Bon, après, on a eu un peu de chance, ça allait assez vite. Mais les questions étaient bien faites. 5-10 minutes de plus, mais c'était tout. Oui, on avait bouclé. Hein. Ouais, non, mais après, les gens partent aussi. Enfin, il ne faut pas non plus l'après-midi. Autrement, tu les fais venir en physique. Tu es sûr qu'ils restent et ce n'est pas la même approche. Mais sur une virtuelle comme ça, c'est 2 heures max. Hein. Ouais, c'est sûr. C'est pas le même coup en plus. Les gens, c'est que c'est court, mais bon, qu'est-ce que tu veux à un moment donné. Par contre, on a un meeting avec la N2E qui va embrayer là. Ouais. Dans combien de temps? Et oui, ils étaient un peu timides au démarrage, entre eux, à part 2 qui se connaissaient. Ils n'osaient pas trop parler et c'était plus les mecs aussi qui parlaient que les nanas. D'accord. Mais en les interpellant, en leur montrant qu'on les écoutait et qu'on prenait en compte ce qu'ils disaient, finalement,